Polysécure, épisode spécial. Je suis accompagné de Julien. Comment vas-tu? Très bien, et toi, depuis la dernière fois? Très bien aussi. Merci pour ce deuxième enregistrement-là. Le premier était très intéressant. On a malheureusement apporté que la surface, la souveraineté numérique, parce que c'est un sujet qui est quand même très, très vaste et très complexe également aussi. Et on va continuer dans un deuxième enregistrement. On va creuser certains aspects, j'espère, le plus possible, mais je pense que le temps nous le permettra pas, mais on verra. Puis la première question par rapport à ça, puis moi, ça me chatouille beaucoup, de cet élément de souveraineté-là, parce que dans l'espace public, beaucoup en parlent, puis ça devient un discours de protectionnisme. Mais dans les faits, puis tu en as bien fait la démonstration la dernière fois, ça n'est pas du protectionnisme, qui est au sens économique, au sens comme on le voit aux États-Unis à l'heure actuelle, mais un élément de protection pour les données, pour ses clients et de protéger sa mission. Et donc, ça crée une tension entre ces deux univers-là. Puis j'aimerais ça que tu approfondisses parce que vous avez réussi à l'exécuter, ce point de tension-là. Puis j'aimerais ça vraiment l'exposer parce que peu de gens ont, je pense, ce raffinement-là dans la compréhension de cette tension-là. Ouais, alors effectivement, mais alors même si je suis pas forcément un expert des relations internationales entre pays, mais le protectionnisme, en c'est pas vraiment une question de société privée, c'est une question d'État, de relations entre États et de politique. Je sais pas si c'est quelque chose de bien ou de pas bien de faire du protectionnisme. Je pense que ça se débat en fonction des courants politiques. Le fait est que nous on cherche à évoluer en tant qu'Européens. En tant qu'Européens, j'imagine qu'au Canada c'est la même chose, à fonctionner dans un marché qui soit juste. C'est-à-dire que tous les acteurs soient traités de la même manière, qu'il n'y ait pas d'avantage indu pour certains acteurs sur le marché. Du coup, effectivement, il y a des postures politiques sur ces sujets-là en fonction du contexte international, et ça, je leur laisse bien volontiers le soin de décider quelle est la bonne posture. C'est pas mon rôle et c'est pas le rôle d'une société privée. Par contre, nous, notre mission, c'est de nous assurer que on va fournir des services de cloud qui vont répondre aux différentes caractéristiques attendues par les clients pour que eux puissent justement évoluer dans ce contexte-là. Et du coup, pas se retrouver dans une situation de blocage ou de risque juridique ou opérationnel, parce que des tensions entre États pourraient avoir un impact sur leur système d'information ou sur leur gestion de système d'information. Et d'ailleurs, on a des messages où effectivement on parle beaucoup de souveraineté, d'autonomie stratégique. Moi je préfère, je pense on l'avait déjà évoqué, je préfère parler d'agilité et de travailler sur sa boîte à outils qui permet de gérer son SI avec agilité. Et du coup, ça veut dire travailler sur toutes les primitives et toutes les briques technologiques sans se faire verrouiller. Alors, il y a plusieurs moyens d'être verrouillé. On peut se faire verrouiller parce que la techno n'existe qu'à un endroit. C'est le modèle le plus simple. On choisit une technologie, il n'y a qu'un seul fournisseur qui l'a fournie. De fait, on est verrouillé chez lui, ou alors il faut changer complètement d'approche. Après, il y a des moyens de verrouiller. On peut verrouiller contractuellement, on peut verrouiller. Il y a plein de manières commerciales, business de verrouiller les relations clients-fournisseurs. Mais il y en a qui sont assez insidieuses, qui consistent à fournir tout un ensemble de services annexes, qui vont pour une fonction de base relativement standardisée, facile, où on n'est pas vraiment loqué. En fait, on va rendre la migration extrêmement complexe parce que changer de fournisseur va vouloir dire changer toutes ces petites briques additionnelles qui apportent des services ou des services en plus du service de base et qui vont rendre les migrations compliquées. Donc nous c'est ce qu'on appelle entre guillemets des enablers dans notre écosystème, qui sont toutes les briques qui permettent de gérer les droits d'accès, de gérer
les clés, de gérer, etc. Toutes ces petites briques qui sont pas le cœur du service à proprement parler, mais des facilitateurs et des fonctions additionnelles. Et en fait, si on s'y prend bien, enfin mal, enfin en tout cas de manière évile, on peut s'assurer pour que ces enablers, ces briques, deviennent un vrai frein à la sortie. Et du coup, quand bien même on aurait une solution relativement standard, on peut verrouiller les utilisateurs dans une solution standard, réversible, qui est disponible un peu partout, par le fait qu'il y a tous ces enablers et toutes ces briques qui sont difficiles à quitter parce que ça introduit une vraie complexité dans les systèmes. Du coup, nous, on essaye justement de pas verrouiller nos clients. Enfin, ça fait partie de vraiment de nos valeurs de facilité et la réversibilité entrante. Bah, évidemment, on aime bien acquérir des nouveaux clients, mais aussi la réversibilité sortante parce qu'on veut pas que les clients soient verrouillés, qui viennent chez nous sachant qu'ils peuvent partir s'ils sont pas contents du service. Et du coup, ça se matérialise aussi bien par les produits, le cœur des produits, que par tous ces enablers qui sont toutes ces fonctions additionnelles, gestion des réseaux, etc. Ouais, ça devient sur le fait de la standardisation. Tu en avais un peu parlé aussi la dernière fois, le fait d'adopter comme S3 par exemple, ou d'adopter le open source comme étant des éléments qui sont très présents dans l'infrastructure comme mesure d'atténuation justement d'éléments qu'on pourrait dire qui vont retenir, qui n'est pas tout à fait utilisé par toutes les hyperscalers sur le marché, par ailleurs. Cette façon-là ou cette fluidité-là qui est permise, qui est dans le fond effectivement un élément très important au niveau de la collaboration. Puis c'est un peu ça aussi qui est un peu la difficulté avec ces éléments de souveraineté-là, c'est de comment continuer à être dans un état de collaboration parce qu'on est quand même dans un univers vaste. On s'appuie tous sur un peu le travail des autres pour faire avancer. Donc, c'est le collectif qui aide à l'ensemble des gens. L'aspect au niveau protection des données, parce que c'est ça aussi au niveau de la souveraineté numérique et l'expression de celle-ci pour soit des États qui veulent que leurs données soient protégées adéquatement ou des sociétés qui également n'aimeraient pas que d'autres pays puissent aller fouiller. Puis là, on sait pas un pays en particulier parce que chaque pays a des intérêts à aller fouiller dans les informations des autres pays. C'est l'état de fait de comment on fonctionne depuis la nuit des temps. Donc, comment cette mesure-là se met en place chez OVH pour justement limiter ou restreindre cette capacité-là à des États adverses ou même amis à certains égards de venir faire fouiller dans les informations de certains clients? Alors, de manière assez générale, au niveau mondial, en tout cas dans les pays dans lesquels on opère, à l'exception des États-Unis, du Canada et l'Angleterre, c'est en discussion, on va dire, et l'Australie pareil, donc les Five Eyes. Il y a un principe, il y a même deux principes de droit qui sont à peu près généraux qu'on va retrouver à peu près partout. C'est que globalement les autorités d'un pays en général ne font des demandes judiciaires ou renseignements que sur le sol de leur pays, là où ils ont juridiction. Du coup, si une autorité allemande a besoin d'informations sur un client français qui est utilisé en France, ils ne vont pas le faire directement, ils vont passer par un juge français. Les règles juridiques sont très compliquées dans chaque pays, c'est pas parfait, mais ce principe-là, on le retrouve à peu près partout, pas aux US, pour le coup. Et le deuxième sujet qu'on retrouve ainsi régulièrement, c'est les questions de surveillance ou de ciblage. Typiquement en France, mais c'est le cas dans la plupart des pays d'Europe, on n'a pas de mise en place de mécanisme de détection de masse. C'est-à-dire que quand on met en place une surveillance, que ce soit dans un cadre judiciaire ou dans un cadre de renseignement, il faut que ça soit ciblé. Donc on vise un acteur malveillant, sous enquête, etc. particulier, mais on peut pas mettre en place une surveillance de flux non segmenté. Là encore, les règles sont extrêmement compliquées, dépendent d'un pays à l'autre, mais dans les principes de base, c'est des règles qu'on retrouve dans la plupart des pays européens. Et là aussi, c'est pas le cas aux États-Unis. Donc, du coup, effectivement, nous, pour répondre à la question, on s'organise sur plusieurs niveaux. On s'organise au niveau juridique, c'est-à-dire l'organisation juridique du groupe OVH Cloud, s'assurer que les entités légales correspondent bien aux différents pays et ont pas de
ont pas des liens trop forts entre elles, etc. Donc là aussi, c'est très compliqué à suivre. On a des équipes entières qui travaillent là-dessus pour s'assurer que on a une structure légale et juridique qui permet de répondre aux autorités légales locales dans chaque pays, mais qui permet de segmenter quand il y a des risques, de réduire la porosité entre les. Donc ça, c'est des règles vraiment organisationnelles d'entreprise. Ensuite, on a des règles organisationnelles en interne sur comment on gère les droits d'accès, les équipes, les opérations, etc. pour s'assurer qu'on se retrouve pas avec des personnes qui peuvent être présentes sur le sol américain pour réaliser une opération ou qui pourraient avoir des liens d'intérêt avec un pays que les États-Unis comme exemple, mais qui pourraient avoir des liens d'intérêt avec des pays à risque où il pourrait y avoir des pressions sur la famille, sur les relations, etc. Là aussi, c'est très nuancé, c'est très compliqué comme sujet, mais ça fait partie du scope de choses qu'on monitore pour s'assurer que personne ne va se retrouver sous pression à sortir ou à donner accès à des données en dehors du cadre qu'on a défini, nous, dans la mission d'entreprise. Et enfin, il y a le sujet technique, renforcer techniquement, parce que ça sert à rien de protéger juridiquement et organisationnellement si le système est une passoire et que les services de renseignement peuvent aller se servir directement en exploitant des vulnérabilités. On va renforcer au niveau technique le niveau de sécurité qui va permettre de garantir que cette configuration technique des systèmes qui permettent de garantir notre souveraineté, notre autonomie, est bien renforcée et ne peut pas être bypassée. Donc en fait, on va combiner ces trois aspects-là. C'est obligatoire d'avoir les trois pour nos opérations. Et du coup, indépendant, alors c'est pas vraiment un quatrième pilier, mais c'est plutôt lié à tout ça. C'est justement toute cette intégration verticale dont on a parlé la dernière fois, qui nous permet justement d'avoir un niveau de maîtrise très élevé de ces différentes briques. Donc, le fait d'avoir très peu de dépendance pour nos systèmes de production à des tiers, à des sous-traitants, à des entités externes, fait que justement on est capable d'avoir la main sur tous les leviers qui permettent de gérer ces paramètres d'indépendance et d'autonomie. Oui, c'est très intéressant. Puis justement, cette intégration verticale-là est un avantage très important. On entend beaucoup parler de l'usage du chiffrement également comme étant un moyen, disons, passe-partout, si on veut, pour assurer une certaine forme de souveraineté. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait exact, ou en tout cas, l'application telle que dit publiquement est pas soit aussi facile, ou en tout cas, bref, c'est pas tout à fait là. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Alors, je veux pas être mal compris parce que moi je suis un crypto believer et la crypto c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est une mesure de sécurité inévitable, enfin fantastique, inévitable, et qu'on utilise à plein d'endroits. Par contre, il faut pas penser que le chiffrement répond à tous les problèmes. Parce qu'on a souvent tendance à dire c'est bon, c'est chiffré, il n'y a pas de risque, c'est chiffré. Non, c'est pas vrai. Le chiffrement, c'est un outil, c'est un moyen qu'on va utiliser combiné avec plein d'autres moyens pour atteindre un niveau de réduction de risque qui soit satisfaisant. Mais il faut pas donner plus d'importance au chiffrement que ça. Aujourd'hui, le chiffrement, c'est on va protéger la confidentialité et l'intégrité des données avec des mécanismes de chiffrement. Et du coup, on va intégrer ces briques-là à l'intérieur des systèmes d'information. Il faut avoir en tête que ça a un coût. Ça a un coût évidemment financier parce qu'il faut acheter des licences, des experts, etc. Mais ça a aussi un coût en termes de complexité, en termes de performance. Et du coup, on peut pas mettre du chiffrement partout parce que aujourd'hui, si vous mettez du chiffrement partout, du coup, vos workloads dans le cloud, soit vous avez du chiffrement chez vous, vous envoyez des données chiffrées dans le cloud, et dans ce cas-là, vous pouvez pas profiter des capacités de calcul du cloud, parce que les données sont chiffrées, du coup, les serveurs peuvent rien en faire. Soit vous décidez de les chiffrer dans le cloud, et du coup, ça veut dire qu'il y a quelque part dans le cloud la clé qui permet de chiffrer et de déchiffrer les données. Et du coup, ceux qui opèrent le cloud, à un moment, vont avoir accès à la clé, ça peut être quelques secondes, quelques millisecondes,
de manière beaucoup plus pérenne. Mais si on veut une garantie absolue, ce qu'on appelle en général le end-to-end encryption, on se ferme la porte de tout un ensemble de possibilités d'utiliser technologie cloud, parce que juste les données chiffrées, on peut pas faire de compute dessus, Alors il y a des technologies qui sont R&D de ce qu'on appelle le chiffrement homomorphique, qui permet de faire certains traitements, mais c'est hyper limitatif, ça a un coût énorme en termes de performance et ça marche que dans quelques cas d'usage très particuliers. Aujourd'hui, c'est pas du tout adapté par rapport aux cas d'usage normaux d'une entreprise. Alors, du chiffrement homomorphique, ça va marcher pour 0,01% des cas d'usage, et ça va plutôt être de l'expérimentation que vraiment de la... Donc, évidemment, le chiffrement, il faut en mettre à beaucoup d'endroits. Ça permet de réduire beaucoup de risques. Ça permet, par exemple, de réduire le risque d'accès aux données si on perd un disque dur physique dans un process. Ça permet d'enforcer des principes de séparation des tâches où, typiquement, un administrateur technique de la base de données va pas pouvoir accéder aux données qui sont stockées dans la base, etc. Du coup, ça va permettre de réduire des risques et ça va le faire très bien et ça va très bien marcher, mais au prix d'une complexité plus importante, et une complexité au sens vraiment global du terme, plus d'ingénierie, des projets plus longs, plus complexes, des pannes plus difficiles à investiguer, etc. Et c'est OK, hein, ça fait partie du jeu. Et en sachant que c'est pas l'alpha et l'oméga de la sécurité, qu'on va pas avoir, on va pas résoudre tous les problèmes avec du chiffrement, parce qu'il restera forcément des zones de clair et forcément des moments dans le traitement de la donnée où la donnée sera accessible en clair, où les clés seront accessibles à des tiers. Et si on veut vraiment être hyper jusqu'au boutiste en termes de chiffrement, ça va coûter encore plus cher, ça va être encore plus compliqué. Et aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises et d'entités qui vont avoir des politiques de chiffrement qui sont très efficaces en termes de réduction de risques complexes. Ils vont être capables de réduire des risques basiques, typiquement le vol d'un disque dur, ou la perte d'un disque dur, ou une interception sur un flux réseau, etc. Donc des risques relativement basiques. Si on veut rentrer dans une logique un peu comme ce que fait le secteur bancaire sur des transactions extrêmement compliquées avec le chiffrement, l'authenticité, du timestamping, etc. Du coup, ça devient des métiers avec des équipes entières qui vont aller implémenter ces mécanismes. Donc oui, le chiffrement, si on le voit juste comme une feature dans une feature list qui dit pas de problème, c'est chiffré. Et d'ailleurs, on voit souvent chiffrement avec une technologie militaire AES 256. Ça, c'est plus du marketing que de la sécurité. Même si évidemment il y a beaucoup de mécanismes de sécurité qui s'appuient sur des briques de chiffrement. Et d'ailleurs, de plus en plus, de manière transparente pour les utilisateurs, parce que c'est intégré dans les distributions et dans les applications de manière... Ouais, je trouve ça drôle l'usage du mot militaire pour qualifier le chiffrement, parce que pour ceux qui ont moins de mal, c'est sûr qu'au Canada, c'est moins ça. En France, l'armée est beaucoup plus présente. L'armée, le grade militaire, ça veut pas dire d'une résistance extrême, ça veut juste dire que c'est capable de se faire maltraiter pendant longtemps, puis de résister à ça. Fait que ça n'a pas exactement la même qualification. C'est ce que est un peu fascinant, puis ça fait longtemps qu'on l'utilise. En tout cas, bref, c'était mon statement contre l'usage du mot militaire dans le contexte de chiffrement notamment. C'est vendeur, le military grade. je sais pas pourquoi, parce que en tout cas, bref, c'est fait pour être robuste, oui, mais c'est pas fait pour être comme le chiffrement. En tout cas, bref, c'est pas fait pour protéger, c'est fait juste pour résister à des situations extrêmes. Dans le contexte, il y a deux axes à ça. Dans le contexte OVH, ce chiffrement-là, un, il doit en avoir dans vos opérations normales, un, et deux, dans ce que vous offrez à vos clients également, ces éléments-là doivent être présents, donc être capable de l'acter jusqu'à un certain point pour justement leur aider à atteindre leur objectif. Alors ouais, effectivement. Alors maintenant on a une offre de KMS managé qu'on a lancé il y a un peu moins d'un an, enfin, il y a une petite année, qui permet de disposer de fonctions de gestion de clés et de chiffrement qui s'intègrent très bien dans les produits OVH. Avant, c'était pas le cas, et il y a une particularité sur notre produit KMS, c'est qu'on a décidé, contrairement à nos concurrents
principalement les hyperscalers, de suivre les standards, en l'occurrence CAMIP, pour fournir les clés et gérer les clés. Donc, on a vraiment un KMS qui fonctionne en CAMIP 100% conforme à la norme OASIS. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, des KMS, des hyperscalers américains, où ils ont des implémentations AE qui sont, on revient sur les enablers de tout à l'heure, qui lockent les clients. Mais alors nous on l'a fait parce que on a cette approche d'utiliser des technologies standards pour que ça soit facile pour les clients de les utiliser et de l'intégrer à leur existant. Et ça vient aussi de notre historique, c'est parce qu'on était probablement un petit peu en retard sur ce sujet-là. Et du coup, pendant longtemps, les clients qui avaient besoin d'intégrer des problématiques de KMS dans nos offres, on ouvrait des flux vers leur HSM et leur KMS qui étaient gérés par eux, ce qui est le cas en général des banques qui ne veulent pas confier ça. Ils les gèrent chez eux dans leur data center. Mais par contre, ils peuvent avoir des workloads dans le cloud qui vont aller consommer le service, qui vont opérer chez eux. Et du coup, on avait déjà conçu et mis en œuvre tout un ensemble de services qui étaient designé pour pouvoir se connecter à des KMS externes en utilisant le protocole CAMIP. Et du coup, c'était hyper naturel pour nous, en offrant ce service-là, de rester dans cette logique-là de standardisation et d'ouverture et de proposer un KMS qui soit utilisable exactement de la même manière qu'un KMS qui serait opéré ailleurs en respectant les standards. Et aujourd'hui, là, pour le moment, c'est un produit qui est assez nouveau, mais encore sur une version initiale avec un SSM, c'est du software, security module. C'est-à-dire qu'on le fait tourner sur des serveurs qu'on fabrique nous-mêmes, mais on n'a pas un HSM de fabricant tiers pour gérer les clés. Ça viendra dans un second temps dans des offres plus chères, évidemment. Parce que là aussi, on a, et c'est intéressant par rapport au cas d'usage qu'on discutait tout à l'heure, il y a énormément de clients qui ont des besoins de gestion de clés et de chiffrement, mais pas forcément de military grade, pour reprendre la blague de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avoir du chiffrement pas cher, accessible, facile à utiliser, qui scale très fort, qui est capable de plutôt monter en volume et en capacité très vite, plutôt que d'avoir des garanties absolues d'inviolabilité d'une puce qui, de toute façon, le serveur, il est dans notre data center, chez nous, avec des contrôles d'accès extrêmement forts. Entre un hardware security module qui est opéré dans un data center où il y a plein de prestataires externes, plein de sociétés qui vont rentrer, etc., où là, effectivement, ça peut avoir du sens de protéger physiquement les puces qui vont générer les secrets crypto, et un data center OVH qui est privé, où il y a personne qui rentre à part nos collaborateurs, avec des contrôles d'accès extrêmement forts. En fait, on a cette capacité à aller chercher de la performance et du prix, parce que du coup, on a des prix à la clé, à l'usage de la clé, qui sont infinitésimaux par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. Et du coup, ça permet d'avoir des cas d'usage montés en charge très 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 fort pour C'est intéressant justement, puis ça revient toujours, c'est pour ça que j'avais commencé la question sur l'effet protectionniste ou la fermeture de la souveraineté. Quand dans le réel, la façon de l'exprimer, notamment chez OVH, c'est vers l'ouverture, l'usage des choses standards. Donc, on est vraiment dans un contexte où la souveraineté s'exprime par l'ouverture vers le monde, l'ouverture vers l'extérieur, tout en restant maître chez soi, là, pour utiliser une expression qu'on aime bien ici. Donc, de rester dans ce contrôle-là. Puis c'est très intéressant, justement, ce genre de choses-là. Et pour OVH, même dans les opérations normales, parce que ça doit faire partie du réel des gens qui travaillent, de vivre dans un contexte de très forte crypto, comment ça se matérialise, puis comment ça se rend transparent aussi dans les opérations normales que vous avez? Alors, nous, en fait, on est comme nos clients, on a des besoins de différentes natures. On a besoin de clés en volume, exactement comme nos clients, et du coup, on va utiliser notre produit comme un client. On utilise beaucoup de nos technologies. Dans certains cas, on va avoir besoin d'à peu près le même niveau, mais par contre isolé de l'environnement client, notamment pour pas créer des dépendances cycliques. Du coup, on va avoir des briques de gestion de secrets ou de gestion de clés internes qui sont pas forcément exactement les mêmes, mais qui partagent un certain nombre de caractéristiques.
Et après, pour certains cas d'usage particuliers qui sont les plus exigeants, on a aussi une PKI avec la mise à disposition de clés et des KMS avec des HSM physiques. Et ça, c'est vraiment pour les cas d'usage qui sont les plus exigeants, gestion des certificats TLS, etc. Où tout ce qui est utilisé pour les VPN, pour les VPN des collaborateurs, la signature électronique, etc. Où là, pour le coup, on va s'appuyer sur des briques avec un très très haut niveau de garantie de sécurité physique, mais parce que le use case le demande. Du coup, on va combiner en fonction des besoins avec les différents outils et leurs caractéristiques, aussi bien en termes de sécurité brute, la manière dont c'est fait, mais aussi la capacité à scaler, à répondre à des très très forts volumes, à disposer au niveau de résilience, de réplication, de répartition géographique des workers ou des endpoints. Et du coup, là, ça devient en fait le terrain de jeu des architectes chez nous, des architectes clients. Ça va être de combiner avec les technologies qu'on propose, soit en interne, soit dans nos produits clients, et les caractéristiques et les besoins, de s'assurer de faire le matchmaking entre un catalogue de services et besoin pour concevoir une archi complète qui va répondre aux enjeux du projet. Et du coup, on fait la même chose en interne. Oui, puis très intéressant. Puis là, je fais un pas arrière parce que tu l'as mentionné. On revient toujours dans un contexte de gestion de risque. Puis c'est autant pour les clients de faire un choix éclairé par rapport à la gestion de risque. Ça, c'est pas votre responsabilité à vous autres. Mais d'un point de vue OVH, cette gestion de risque-là s'exprime comment? Là, on parlait de la crypto comme étant un moyen pour répondre à cette gestion de risque-là. Tu as donné des bons exemples, mais y a-t-il d'autres exemples au niveau gestion de risque que tu pourrais partager qui seraient utiles au grand nombre, justement, dans un contexte de souveraineté? Comment on peut l'aborder, puis comment la crypto se place au bon endroit et se place pas dans certains endroits utiles, puis dans le fond, qu'il faut réfléchir différemment les contextes? Oui, typiquement, alors, je fais juste une petite aparté sur la partie approche par les risques et approche par compliance. C'est vrai qu'on a une culture historiquement de prendre des décisions orientées risque. C'est-à-dire qu'on a des experts qui vont choisir quelle est la meilleure solution par rapport à un contexte particulier, avec une réflexion sur les risques. Toujours fonctionné comme ça depuis qu'on existe, plus ou moins formellement. Ça peut être au gut feeling ou ça peut être avec des analyses de risque formelles, mais ça reste de la gestion de risque dans les deux cas. Et après, il y a le sujet compliance, où on doit démontrer qu'on est capable d'être conforme à des listes d'exigences précises, et qui fait qu'on n'a pas vraiment besoin de réfléchir. On réfléchit à comment on applique, mais on réfléchit pas à est-ce qu'on applique. On prend la liste et ensuite on met chez OVH Cloud, on a cette réflexion par les risques, mais derrière on a cette obligation, cet engagement à démontrer à nos clients qu'on respecte les sujets sur lesquels eux ils sont inquiets. Et pour ça, on est obligé de faire de la compliance. C'est-à-dire que moi, quand bien même j'aurai une réflexion avec mes super experts hyper satisfaisante sur quels sont les enjeux en termes de risque, derrière, il va falloir que j'explique en quoi la décision que j'ai prise, elle est conforme à PCI DSS, elle est conforme à SecNum Cloud, elle est conforme à ISO 27001, etc., etc. Du coup, on a sans arrêt cette manière de réfléchir où on va penser risque et justifier compliance. Et c'est assez simple parce que ça permet de s'amuser dans son travail. La réflexion par les risques, c'est un petit peu plus satisfaisant que de faire des checklists, mais avec quand même cette approche où on vérifie qu'on n'oublie rien et on est hyper méthodique dans les choix qu'on fait pour s'assurer qu'on est conforme. Du coup, on a ces deux sujets. Et typiquement, pour arriver sur un exemple, on s'est posé la question sur un référentiel de compliance il y a quelques mois, qui demandait d'avoir accès pour des certificats TLS, donc on utilise certains fournisseurs externes de certificats TLS, d'accéder au Certification Revocation List, au CRL, qui permet de savoir si un certificat est valide ou pas. Donc ça, dans les référentiels d'exigence, c'est marqué
qu'il faut qu'il faut avoir accès à la CRL pour savoir si le certificat fonctionne ou pas. Sauf que nous, les certificats en question, ils sont utilisés pour faire parler deux machines en interne chez nous qui sont sous notre contrôle. Du coup, si une machine un certificat est compromis sur une des machines, j'ai pas besoin d'aller demander à un tiers pour le savoir et pour arrêter de l'utiliser. Et du coup, on a eu cette analyse de risque pour se dire, non, en fait, on va pas répondre à l'exigence de conformité parce qu'on va pas ouvrir un flux qui sert à rien. Le jour où mon certificat TLS est plus fiable, je vais le révoquer, je vais le changer, je vais rafraîchir mon infrastructure et ça va remarcher dans un environnement de confiance. J'ai pas besoin de la CRL. Mais par contre, la compliance disait il faut avoir accès à la CRL. Et du coup, là, on rentre dans des discussions avec nos auditeurs, avec les gens à qui on rend des comptes pour leur expliquer notre réflexion par les risques, pour expliquer que l'exigence de conformité, elle n'a pas de sens dans notre contexte et même elle réduit la sécurité. Si on la met en œuvre, on a un moins bon niveau de sécurité que si on fait ce qu'on avait fait. Et du coup, c'est pour ça que c'est assez intéressant d'avoir cette maîtrise de la compliance pour bien s'approprier toutes les exigences et comprendre à quoi elles servent, parce que dans plein d'autres contextes, ça aurait du sens de faire ça. Mais justement d'avoir cette agilité et cette habileté à expliquer d'un point de vue risque pourquoi on a pris telle décision de pas être compliant, avec justement cette capacité à expliquer les risques, les avantages, les inconvénients et l'arbitrage qu'on a fait. C'est très intéressant parce que tu exprimes la tension qu'il y a entre la conformité et la sécurité ou l'analyse de risque en l'occurrence. PCI DSS étant probablement un des ceux qui est le plus parlé publiquement de cette tension-là entre les exigences qui ne font pas toujours sens ou qui ne font pas sens avec l'évolution dans le temps, dans lequel on doit répondre de façon, puis là tu l'as très bien exprimé, de façon, je dirais, intelligente à cette situation-là, ne pas se fâcher contre la conformité, mais de l'utiliser contre, parce que publiquement, il y en a beaucoup qui se fâchent, je vois, je te ris, mais tu sais, ça arrive régulièrement, cet état-là, et d'arriver et d'expliquer à l'auditeur, si on parle de PCI DSS, l'analyse de risque, faire la démonstration. De l'autre côté, ceux qui se fâchent publiquement, c'est parce qu'ils n'ont pas la maturité nécessaire, comme tu l'as très bien exprimé, à gérer son risque. Eux ne font que de la conformité, ils se fâchent quand ça règle pas ça. C'est très intéressant ce degré de maîtrise-là. Alors la bonne solution, c'est d'avoir un très bon auditeur PCI DSS qui est ok pour avoir des discussions de qualité. Ce qui est notre cas, on a une super boîte avec qui on travaille, qui est un acteur français avec qui on a des super relations. Après, effectivement, on peut pas avoir cette discussion-là sur tous les points. Si on prend PCI DSS, on a 350 exigences. Si on doit faire 3 réunions de 2 heures pour 350 exigences pour expliquer qu'on respecte pas le standard parce qu'on a tout fait à notre sauce, comme des experts en disant non, t'inquiète, le risque il n'existe pas dans mon contexte, etc. Évidemment, ça devient ingérable. Il faut trouver le bon équilibre entre faire de la compliance quand ça a du sens. Il n'y a pas besoin de faire une analyse de risque pour savoir qu'il faut patcher les serveurs et gérer les droits d'accès. C'est basique, ça fait partie de ce qui est attendu par les clients, ça fait partie de l'hygiène. Et du coup, il y a tout ce socle d'hygiène, de compliance sur lequel on va pas trop se poser de questions et on va juste appliquer parce que c'est les pratiques du marché, les standards. Et par contre, il y a tout un tas de choix. Il y a tout un reliquat, de choix et de sujets sur lesquels on doit mettre de l'intelligence, on doit mettre de l'expertise et où on peut prendre le temps d'expliquer qu'on sort du cadre de compliance avec, et d'ailleurs PCI DSS le permet, avec des fiches qui permettent de faire des analyses de risque pour expliquer pourquoi on respecte pas telle ou telle exigence du référentiel et ce qu'on met à la place. Mais c'est très lourd, ça prend du temps et ça coûte très cher. Oui, la conformité au sens large, c'est beaucoup de sous pour arriver là, mais en même temps, c'est des nécessités qui sont très importantes. L'analyse de risque, puis pour l'avoir fait également là, à bien d'autres cas, c'est pour ça que j'aime l'aborder parce que c'est un bon véhicule, l'analyse de risque, pour communiquer avec l'auditeur. Et ça revient aussi que c'est une relation d'affaires que vous avez avec OVH, avec son auditeur, mais aussi c'est des relations humaines et cette discussion-là de pas se fâcher, notamment, c'est une bonne façon d'amener la conversation et de nous amener ailleurs et justement de nous aller
de pas travailler inutilement dans des efforts comme ça. On va conclure là pour aujourd'hui. Je pense qu'on va avoir de bon pour une troisième. Puis justement sur plus que la conformité compliance, pas PCI DSS, mais le SecNum Cloud, moi, m'intéresse énormément. Vous avez une très belle approche. Moi, je suggère qu'on fasse un troisième, qu'on fasse un approfondi, un focus complet sur SecNum Cloud parce que c'était intéressant. Puis je pense qu'on a intérêt à importer cette connaissance-là au Canada, à l'utiliser ici aussi, parce qu'on aurait, je pense, des choses très importantes à en tirer. Ben, avec plaisir. On sait où se retrouver maintenant. Oui, ben oui, puis c'est toujours très plaisant ces conversations-là. La première a été très intéressante, la deuxième, là, on a abordé d'autres sujets encore plus, on a foré plus loin, notamment sur le chiffrement, c'est très intéressant. Et là, on est en train de glisser vers la conformité, fait que j'aimerais avoir un espace complet pour qu'on puisse vraiment approfondir ça, parce que le négocier avec l'auditeur, c'est une chose, les pratiques d'analyse de risque, c'en est un autre aussi, puis c'est assez complexe. Et on embarque dans des choses où il y a, même si ça fait du sens, c'est pas nécessairement facile d'y arriver. Donc, bref, oui, j'ai passé par là aussi. Merci énormément de cette deuxième collaboration-là, puis j'ai très hâte à la prochaine. Moi aussi, à bientôt.